mai 1880, un crime sanglant est commis à Grance. Une affaire terrible qui marque le début d'un feuilleton judiciaire qui passionnera la France. Le meurtre du courrier de Salon est donc devenu célèbre, d'autant plus qu'il présente de nombreuses analogies avec une affaire plus célèbre encore, celle du courrier de Lyon en 1796. En 1880, le transport des marchandises, du courrier et des passagers se fait encore par diligence, et c'est encore la principale alternative à la marche et au rail. Dans notre coin de Provence, si loin des grandes villes, où l'on organisait encore des battues contre les loups et où les agressions étaient fréquentes, il est néanmoins très rare d'assister à des scènes de western comme celle-ci. Et du western, notre histoire tient beaucoup. Une diligence postale pleine d'argent et de cigares, deux mauvais garçons armés jusqu'aux dents, endettés par le jeu et les cabarets, et qui terrorisent la région, et au bout du chemin, pour eux, le pénitencier et la mort. Ces bandits de grand chemin, à l'époque, étaient d'ailleurs surnommés par la justice et la presse des Apaches. Grance, à l'époque, n'était pas encore la ville que nous connaissons actuellement. Le commerce des huileries et savonneries explose, mais les infrastructures sont encore celles de la Provence sauvage que peint le peintre Paul Guigou. Les rues sont étroites, les routes et les ponts sont rares, étroits et peu entretenus. Les routes contournent les champs, les bois, les domaines pour relier au mieux les localités et se perdent souvent en chemin dans le désert de Cros. Il faudra attendre Victor Joffre au début du XXe siècle pour permettre l'ouverture de Grance sur des voies plus commodes pour les échanges. Les boulevards, les passerelles, en direction de Salon et de Miramas. En attendant les passerelles et le boulevard, les tombereaux et les diligences doivent emprunter l'étroite Grand-Rue, qui est actuellement la rue Pasteur et la rue Aristide-Briand, pour aller vers Salon, ou la montée de la Glacière puis la route de la gare pour aller vers Miramas ou la gare de Grance. Pour les facteurs à cheval, les trajets sont longs, souvent nocturnes, et la route propice aux embuscades. Le 26 mai 1880, le facteur Delopi fait le service postal entre Salon et Miramas. Il part de Salon à 9h du soir, sur une voiture attelée d'un cheval blanc, portant 27 sacs de dépêches et 2 sacs de tabac envoyés par un distributeur d'Aix, Laurent, à une débitante de Miramas. Parmi les autres valeurs transportées, le copieux versement d'un percepteur des impôts de Salon au receveur d'Aix. Arrivé sur la route de Grance, à Salon donc, il fait monter un individu à ses côtés, puis 2 autres à l'arrière. Tous descendent lorsque la voiture arrive au bureau de poste de Grance. Lorsque la voiture reprend sa route sur la route de la gare, 2 personnes, les mêmes, y montent après lui avoir couru après. Le lendemain, la voiture est retrouvée à Saint-Martin-de-Crau par Benoît Blaise, fermier au mas du Lion d'Or, vers 4h du matin. Entre les 2 sièges, le corps de Delopi, à moitié dissimulé dans un sac de courrier. Le corps porte plusieurs blessures, 2 grandes coupures de couteau au cou et jusque sur les épaules, et des impacts de balles de gros calibre au front. L'agression a eu lieu à la Croix de Calamant. C'était, avant la départementale, en 1964, un point isolé et peu fréquenté. Qui plus est la nuit sans éclairage public. Pendant ce long trajet dans l'obscurité, le long de la route de la gare, la diligence est éclairée par une lanterne et la grelotière du cheval signale sa présence à la campagne grançoise endormie. Les attaquants qui étaient à bord de la diligence ont fait stopper la voiture pour un prétexte qui restera pour toujours inconnu. L'un d'entre eux, armé d'un couteau, a tenté de maîtriser le facteur en glissant sa lame sous sa gorge. En tentant de se dégager, Delopi se blesse et son agresseur en vient à l'égorger. Devant le facteur agonisant,
Le second homme sort un revolver à broche de type Le Faucheux, de calibre 12 mm, et l'achève de 2 balles dans la tête. Le lendemain, on découvre 2 mares de sang et, dans le canal voisin, des sacs de lettres ouvertes. Plusieurs des sacs disparus contenaient la cargaison de tabac et de cigares, dont on retrouve sur place les emballages jaunes et bleus. Après les faits, afin de retarder la découverte du corps, les meurtriers ont ôté les grelots du cheval et l'ont laissé avancer seul, en pleine nuit, sur la route de Saint-Martin. Immédiatement après l'ébruitement de la découverte, le pays salonnais est saisi par l'émotion. Le journal Le Pays retranscrit la psychose qui s'ensuit. Une véritable terreur s'était emparée des populations de cette partie de la Provence. Pendant plusieurs semaines, les paysans n'osaient plus sortir après le coucher du soleil, et ils ne rentraient, les jours de marché, qu'en bande et armés. Les voitures de la poste et les diligences étaient escortées par des gendarmes. Les recherches restent vaines depuis près d'un mois. Il se fit autour de ces assassins une sorte de légende. Tantôt on les avait vus dans les bois, tantôt on racontait qu'ils avaient attaqué un berger isolé pour lui voler son pain. On finit par organiser une battue avec le concours d'un bataillon de zouaves, des gardes forestiers et des plus courageux parmi les habitants des environs de Salon. Cette expédition mémorable n'aboutit à aucun résultat. De la même façon, on croit voir les assassins partout, se cacher aux abords d'un pont, acheter des vivres, errant sur une route de colline. Pensant tenir le ou les assassins, on arrête différents suspects. Un vagabond agressif porteur d'un grand couteau près de Marseille, un maquignon de Salon. Le jour même du crime, ils auraient été vus à Martigues ou au café Geoffrey de Miramas. Le 3 juin 1880, 2 Salonnais suspects sont arrêtés à Carpentras et transférés à Salon. Ils sont libérés, encore ratés. Le 5 juin, on jure les avoir repérés sur le pont de chemin de fer de la Durance, s'enfuyant à la vue de 2 gendarmes. Le 9, un marchand de fromage les rencontre à Roquemartine près d'Aiguières, descendant de la colline, payant leur fromage avec de gros billets. Le 10 juin à Saint-Rémy, la fermière de l'imprimeur Aubanel affirme avoir reçu la visite d'un des assassins, venu jusqu'à son mas lui demander du pain. En tout, une vingtaine de suspects est arrêtée puis libérée. Mais après ces annonces fantaisistes, on en vient très vite à identifier, à leurs nombreuses imprudences, 2 hommes. Ce sont 2 Salonnais, aux lourds antécédents et à la vie désœuvrée qui sont arrêtés le 26 juin 1880. Armand Amouroux, 37 ans, boulanger, et Louis Essotier, 27 ans, employé comme épurateur dans une huilerie et à l'occasion négociant en vin. Essotier est également réserviste au 38e régiment d'artillerie de Nîmes. Ils étaient amis et voisins dans Salon et avaient déjà commis des délits en commun, vol de bois, détournement de 1400 puis 1000 kilos d'huile en 1879. Au lieu de coupe-jarrets vagabonds, les coupables sont donc des commerçants magouilleurs et ruinés, issus de la petite bourgeoisie salonnaise, et tombés lentement dans le caniveau par la voie bien connue des jeux de hasard. On retrouve chez eux 116 rivets en cuivre, comme ceux qui fermaient les sacs de poste. Ils se trouvaient dans les cendres du four d'Amouroux, avec les restes calcinés de vêtements, de sacs et d'autres preuves, dont la lame d'un grand couteau de cuisine. Les 2 hommes recèlent aussi de fortes sommes d'argent, dont ils ne peuvent expliquer l'origine, des billets reconnus par leur numéro, même s'ils prétendent avoir gagné au jeu, bien sûr, et dans une cache sous l'écurie, un stock de cigares de la marque de ceux qui furent volés. Amouroux, homme trapu et tatoué, tout en muscles, terrorisait le monde salonnais. Ces tatouages représentaient 2 lutteurs, une danseuse, la date 1870 pour les plus visibles. Il trouvait davantage son compte dans le racket et les trafics
que dans sa boulangerie qu'il n'ouvrait que très rarement. Essottier, lui, était un joueur acharné, qui vivait lui aussi de rapine, et s'était déjà intéressé de près au service des postes de Miramas, demandant aux transporteurs s'ils étaient armés, ou se renseignant, notamment à Lambesc, sur les valeurs transportées d'habitude. On l'a entendu également s'exclamer, voyant passer devant un bar de salon un commerçant avec sa caisse, qu'il serait facile à plusieurs de lui régler son compte et de prendre son bien. Parmi les témoins, on trouve un groupe d'adolescents gransois. En effet, en arrivant sur Grance, le courrier avait pris 2 jeunes passagers, dont Eugène Vallière, 13 ans, et Victor Griffet, 12 ans. Voilà le témoignage d'Eugène Vallière. J'ai vu venir le courrier, je suis monté derrière avec 1000 et un autre. Le courrier nous a portés jusque chez le chapelier à gare. J'ai vu 2 individus descendre de la voiture, un troisième resta dedans. L'un de ceux qui descendaient avait une casquette, il était grand et mince, l'autre un chapeau de paille. Ils ont pris tous deux le chemin de la glacière. Pendant que le courrier faisait sa halte au bureau de Grance, les 2 complices ont pris le temps d'acheter du tabac et se sont lancés ensuite dans une course effrénée pour remonter la montée de la glacière et rattraper la voiture avant le passage à niveau de la croix de Calamant. La vendeuse de tabac de Grance, Marie Duriel, comme Vallière, Mille et Griffet, témoignera contre les 2 accusés. Avant leur départ de salon, à 21h, et à leur retour de Grance vers 1h du matin, les complices se font volontairement remarquer dans 2 cafés de salon, le café de Sauveur Avon et le Cercle de l'Industrie. C'est dans le but de se créer un alibi. Se renseignant sur des événements marquants survenus dans les bars en leur absence, ils prétendront au procès y avoir assisté, jurant avoir été présents, par exemple, lorsque X urinait sur les chaussures de Y à minuit. Le chroniqueur judiciaire Albert Bataille, présent lors du procès, commente : « Il n'est pas difficile de trouver des exemples de parfaits coquins sous un masque aimable et sympathique. Essottier, un des assassins du courrier de salon, est un beau garçon d'une taille élancée et d'une allure qui a bien quelque élégance. La taille était fine et la physionomie presque douce. » Il ajoute : ses yeux gris d'une excessive mobilité avaient une expression fausse et astucieuse. Quant à Amouroux, je cite : « C'est un solide gaillard, dont l'attitude pesante trahit la nature inculte et bestiale. Le visage est dur, le regard est sournois. Amouroux était regardé comme un être vicieux et débauché, aimant également le jeu, les femmes, les querelles. Il était la bête noire des paisibles bourgeois de salon. C'était une sorte de tyranno de bas étage, exerçant une sorte de despotisme sur le personnel des cafés-borgnes et des mauvais lieux. » Un armurier d'Aix témoigne aussi. Il reconnaît l'arme et les balles. Il s'agit d'Alexandre Sergy. Il déclare avoir échangé un revolver du calibre de 12 mm à broche, système Le Faucheux, contre un fusil qu'Essottier lui a mené. Il assure aussi que les balles qui avaient frappé la victime portaient la marque de sa fabrique. Les revolvers Le Faucheux de ce calibre étaient grands, lourds, assez peu dissimulables, mesurant 30 cm pour un poids de 1,2 kg. C'est une arme puissante et dissuasive, idéale pour les militaires et pour le personnel des colonies, mais bien peu pratique à dissimuler et à sortir par surprise sous le nez d'une victime. Lorsqu'Essottier est arrêté à la caserne de Nîmes, il s'y est déjà fait remarquer par des dépenses inconsidérées. On le fouille et on trouve sur lui 200 francs en or et 7 billets de 100 francs. Quant à Amouroux, il est écroué à Aix et se risque à faire des confidences à un codétenu. Mais en réalité, ce codétenu n'est pas là par hasard. Il s'agit d'un mouton, d'une balance infiltrée du nom de Michaeli,
qui cherche à se faire pardonner ses 12 condamnations pour escroquerie en France et en Algérie. Confondus par leurs imprudences respectives, les deux complices sont donc pris au piège. L'arrestation des coupables vaut une citation au principal enquêteur, le gendarme Baldacci, gendarme à Salon. Le 21 juillet, il est cité à l'ordre de la Légion, avec la citation suivante : « a fait preuve de beaucoup de zèle, d'intelligence et de dévouement, et de persévérance dans les recherches dirigées contre les assassins du courrier de Salon, et c'est réellement grâce à ces investigations que la justice a pu mettre la main sur les auteurs de ce crime. » Le verdict est prononcé le 6 janvier 1881. La sentence est sans appel. Les deux assassins sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité au bagne. Le laxisme de la sentence sidère les journalistes. Je cite : « Le jury estime que le fait d'aller égorger un courrier de la Poste pour lui voler ses lettres chargées ne comporte pas la peine capitale. » Frappant exemple de synchronicité, le soir même du jour où on jugeait l'affaire du courrier de Salon, le courrier de Melun était à son tour attaqué sur la Grande Route. Le 20 mars 1880, Amouroux et Essottier sont extraits de la prison d'Aix et dirigés sur l'île de Ré en vue de leur transport au bagne en Nouvelle-Calédonie. Ils embarquent en juillet sur le Navarin pour un voyage sans retour. Essottier, au bagne, agresse un surveillant militaire en 1887 et écope de 2 ans de double chaîne. Il fera 2 tentatives d'évasion, en 1892, du 7 août au 23 novembre, ce qui lui vaut l'ajout de 5 ans de double chaîne, et en 1900, du 28 février au 2 mars. Il meurt le 14 juin 1932 à Bourail, en Nouvelle-Calédonie. Quant à Amouroux, il voit sa peine commuée en 20 ans de bagne, avant de se voir accorder une série impressionnante de remises de peine, sûrement grâce aux théories sociales du gouverneur Charles Guillain, qui expérimente la réhabilitation par le travail. Il meurt le 11 mai 1899 à l'île Nou.